Mongo Betty, Remember Ruben, 10-18, 1974. L'enfant errant n'était ni sourd ni muet, ainsi qu'on s'en aperçut longtemps après son arrivée à Ekumdum. Il n'était affligé d'aucune infirmité. D'un autre côté, personne ne fut délégué de nulle part pour rechercher ce bel enfant, à la grande surprise de celui qui l'avait recueilli, et qui se félicitait chaque jour davantage de l'avoir appelé Morzamba. Les deux êtres nouèrent d'abord des relations étranges, et même plaisantes quand on les observait attentivement. Le vieil homme ne se montrait pas seulement un père pour Morzamba, mais aussi, eût-on dit, un maître vigilant jusqu'à la crispation, quoique très discret. Ainsi fait-on d'un animal insuffisamment domestiqué et capricieux qu'on ne laisse point aller si l'on a affermi auparavant dans sa main le licou qui l'assujettit. Il avait entendu dire que les vagabonds solitaires ont coutume de reprendre la route en cachette après le premier repas de la journée, quand s'enflamment les rayons du soleil. C'est l'heure où, les cités s'étant vidées de leurs habitants qui ont gagné les champs, les éternels voyageurs qui se retrouvent en tête à tête avec leurs démons sont saisis d'un vertige soudain auquel il est bien rare qu'ils ne cèdent pas. L'autre prit l'habitude de ne pas s'éloigner pendant les matinées. Dut-il renoncer à vaquer aux besognes qui rythment l'existence des vieillards sédentaires. Mais sitôt que le soleil entamait la deuxième partie de son trajet quotidien, l'hôte, soulagé, souriant et rêveur, s'abandonnait à ses activités familières. C'était gagné au moins pour ce jour-là. Le jeune voyageur ne s'éclipserait pas. En vérité, Morzamba songeait-il lui-même à s'en aller. Rien ne nous paraissait désormais moins probable, à nous qui ne nous étions pas attachés à Morzamba avec la même passion que celui qui se voulait son père. Et c'était, à vrai dire, un mystère de plus chez ce jeune garçon qui en recelait déjà tant. Il se tenait reclus dans la maison de son protecteur. Quand il s'aventurait au dehors, l'enfant n'allait jamais plus loin que la véranda arrière de la maison du vieillard, sur le rebord de laquelle il s'asseyait, adossé à un poteau, les jambes allongées dans la poussière, l'œil d'abord vague mais bientôt froncé. En effet, des ombres furtives se glissaient, lui paraissait-il, parmi les bananiers dont la forêt alignée à quelques mètres en retraite derrière les maisons semblait y monter une garde débonnaire et foisonnante. Mais peut-être la hantise des enfants d'Ekumdum lui montrait-elle partout le fantôme de ses terribles persécuteurs. Alors il se dressait soudain, éperdu, rentrait précipitamment dans la maison du vieillard, en l'absence duquel il lui arrivait de se barricader. À quel moment Morzamba émargea-t-il de cette torpeur effarée? C'est une affaire à peine croyable qui nous fit brusquement prendre conscience du changement qui s'opérait dans l'enfant inconnu, qu'elle manqua d'ailleurs de compromettre sans retour. Vers la fin de l'année, sans doute, à l'époque des récoltes, l'enfant avait choisi le déclin d'une journée torride pour effectuer sa première exploration du pays, aussi hostile jusque-là pour lui que les ténèbres d'une jungle dense. Peut-être n'avait-il formé aucun projet précis lorsque, comme instinctivement, il s'était engagé sur le chemin menant au fleuve. Sans doute se figura-t-il qu'il n'avait pas été aperçu par la population d'Ekumdum à cette heure-là, croyait-il, dispersée dans les champs. En réalité, il n'avait fallu que quelques instants au fils Ngamba, toujours désœuvré, pour rassembler des garnements de son espèce, leur distribuer des consignes et, en évitant d'attirer l'attention des adultes, s'ils s'en trouvaient alors dans la cité, les mener à la poursuite de Morzamba, comme s'ils eussent chassé un tigre. À un détour du chemin, sitôt franchi en fourré et tout à fait à l'improviste, l'enfant était tombé en arrêt devant l'immense et interminable nappe aux flots noirs et miroitants qui, en clapotant, venait baigner le pied des arbres. Ce fut un spectacle stupéfiant et poignant. Comme une fable animée surgit tout à coup d'un passé immémorial, l'attente brusquement assouvie, comme si la grande affaire eût toujours été de se retrouver là, debout sur la rive, et de regarder couler le fleuve. Il s'était approché de la première anse qui s'offrit à son émerveillement. Dégagée, sablonneuse, spacieuse, elle semblait avoir été aménagée plutôt par le temps que par l'obstination réfléchie. Deux barques y étaient échouées, et deux autres amarrées à son extrémité en aval. Il aperçut sur l'autre rive une anse de même apparence mais couverte d'embarcations, attendant à coup sûr l'heure où les habitants d'Ekumdum, ayant fini leur journée dans les champs, reviendraient en foule traverser le fleuve. Sans hésiter, il s'était éloigné. Son instinct d'animal mal apprivoisé l'avait poussé à emprunter le sentier de sous-bois qui remontait le cours de l'eau. Il avait marché ainsi quelque temps, et lorsqu'il avait cru s'être assez écarté, il avait dépouillé en un tournement le morceau d'étoffe que son vieil hôte avait substitué à la guenille du premier jour, et il avait commencé à se baigner. D'abord accroupi sur la berge ombragée ici, par la dernière rangée d'arbres,
Il avait joué à s'asperger, trouvant longtemps l'eau trop fraîche. Puis il s'était prudemment avancé dans le flot, comme à tâtons, pour reconnaître le terrain, avant de se jeter dans l'eau sans doute et de s'y ébattre. Mais il n'en aura pas le temps ce jour-là. Morzamba n'a pas entendu arriver la petite troupe du fils Ngamba, maintenant regroupée sur la berge, au-dessus de lui. Et quand l'enfant solitaire les aperçoit enfin et qu'il se fige, devinant leur dessein à leur morne regard, le fils Ngamba s'est déjà dévêtu. Les yeux fixés dans ceux du jeune baigneur, avec qui leur âge commun eût dû le lier d'amitié, il descend pas à pas dans les flots, rejoint Morzamba, qui l'empoigne brutalement et plonge dans l'eau. Morzamba, qui redoute les représailles de ceux qui sont restés sur la berge, se garde de faire front. Il espère que c'est une sorte de jeu en définitive. On ne veut peut-être que l'humilier un moment. Il se laisse maintenir sous l'eau, à perte de souffle. Au moment d'étouffer, un sursaut de tout son corps, sans doute le refus épouvanté de mourir, l'arrache à l'étreinte de fer du fils Ngamba, dont la jeune vigueur, admirée de tous à Ekumdum, trouvait en tout prétexte à s'affirmer. Le fils Ngamba ne veut pas laisser échapper l'étranger, cette proie providentielle sur laquelle assouvir impunément des goûts de sacrilège, de violence, peut-être de meurtre. Il le poursuit dans l'eau qui explose, gicle et bouillonne autour d'eux. Les autres garnements, témoins de l'agression, compteront que Morzamba ne dut son salut qu'à sa science de la nage. Il ne reste alors d'autre vengeance au fils Ngamba et à ses compagnons que d'emporter le pagne abandonné sur la berge par Morzamba et, finalement, d'y mettre le feu un peu plus tard. Lui, fou de terreur et persuadé maintenant qu'on en veut à sa vie, traverse le fleuve à la nage, inconscient de son effort. Il va se réfugier dans un buisson sur l'autre rive, et c'est là qu'il passera la nuit, nu, transi, mais guettant jusqu'au matin de crainte d'être surpris par ses persécuteurs, qu'il s'attendra à voir franchir à leur tour le fleuve, sans doute dans une barque, pour se saisir de lui. Eux, cependant, sont revenus subrepticement dans la cité où, la nuit commençant à tomber, le sage vieillard s'inquiète de ne voir son jeune hôte, et donne bientôt l'alerte. On interroge les garnements avec rudesse, séparément. Ils affirment avec effronterie ne rien savoir de ce qui a pu advenir de Morzamba. Ils étaient allés en effet se baigner dans le fleuve à l'accoutumée. Non, ils n'y ont point aperçu le jeune étranger qui, au demeurant, n'a point pour habitude de s'aventurer si loin. Se substituant sans tarder à son fils pour faire les réponses, la femme Ngamba s'indigne et même essaie de tourner la circonstance à son avantage. N'avait-elle pas toujours prédit que l'étranger, qui est l'esclave de sa nature comme tous les étrangers, finirait par s'enfuir un jour? Si quelqu'un avait jamais attendu autre chose de ce Morzamba que l'ingratitude et la fuite, eh bien, c'était tout simplement un sot. Tu ferais plutôt mieux d'aller inspecter ta maison pour voir si tout y est bien à sa place, conclut-elle à l'adresse du vieillard. Il se pourrait que quelques surprises pénibles t'y attendent. La fuite? Pourquoi fuir? Bredouille le vieil homme, tout de même troublé. Personne ne le retenait. Va donc inspecter ta maison, tranche la femme Ngamba. À la demande instante du vieillard, les hommes valides de la cité firent cette nuit-là même de longues mais vaines recherches, battant les bois et les broussailles dans l'espace compris entre Ekundoum et le fleuve. À cette époque-là déjà, nous ne faisions plus nos cultures qu'au-delà du fleuve, et le lendemain, tandis que nous venions de faire la traversée comme chaque matin, Morzamba se montra à nous, vêtu de branchages, grelottant à nous fendre l'âme, l'œil plein de terreur, portant sur le corps les stigmates d'une nuit blanche à la belle étoile. Mais surtout, ô miracle, Morzamba parla, et sa parole nous parut extraordinairement harmonieuse et cohérente, au-delà des balbutiements que la circonstance rendait inévitables, comme il nous détaillait sa mésaventure. Nous fûmes frappés de consternation en apprenant que nos propres fils, des adolescents nés et grandis dans notre cité, dont nous eussions répondu la veille encore sans hésiter, avaient joué à perpétrer un véritable meurtre sur la personne d'un jeune étranger de leur âge qui ne les avait point offensés, envers qui ils n'avaient nul grief. Témoin de notre désarroi, le bon vieillard qui avait recueilli l'enfant errant devina que c'était le moment de forcer le destin en frappant les esprits. Il attendit la nuit tombante, et que les pères de famille, que diverses raisons éloignent souvent des Koundoum dans la journée, aient regagné leur foyer. Alors il se posta au milieu de l'artère voisine de la route, sonna longuement du corps pour attirer l'attention, et déclara d'une voix d'autant plus saisissante qu'elle nous parvenait des ténèbres, et retentissait comme la voix même de la justice survenant après le crime. Je veux m'adresser ce soir aux pères et aux mères de ceux que le mot même de monstre ne désignera jamais suffisamment. C'est à ces pères et à ces mères que j'ai dessein de dire deux mots. Je leur poserai simplement ces quelques questions. Avez-vous fait tout ce qui était en votre pouvoir pour extirper cette horrible haine de l'âme de vos enfants?
Avez-vous toujours bien expliqué à vos fils qu'un enfant étranger et inoffensif est un être sacré? Sont-ce donc les nouvelles mœurs et qui les a introduites chez nous? Dans ma jeunesse, nous tâchions de susciter l'amitié des étrangers. Nous nous efforcions de les mettre en confiance, en les aimant comme nos frères. Et s'il se trouvait qu'ils eussent notre âge, avec quelle joie nous les fêtions. Aujourd'hui, on les assassine. Je m'adresse à vous, géniteurs de ces fauves qui n'ont d'humain que l'enveloppe. Ah, implorez le ciel que vos fils à vous jamais ne s'égarent seuls et désarmés au milieu d'un peuple étranger. Priez que sur cette terre où tout peut arriver, vos fils se tiennent à jamais là, sous votre aile, à portée de votre bénédiction. En vérité, qui en jurerait? Lorsque nous eûmes entendu ces imprécations qui menaçaient l'avenir de nos fils, nous brûlâmes de les soumettre au rite de la purification et, pour vérifier d'abord la culpabilité de chacun, nous les interrogeâmes si cruellement que chacun d'eux dut révéler qu'il avait été mêlé à la coupable tentative, quels étaient ses griefs envers Morzamba, qui avait conçu le criminel projet, suivant quelle tactique il s'était efforcé de le réaliser, et sous la conduite de qui. Il nous est tôt apparu que le fils Ngamba avait été à la fois le cerveau et le bras de toute l'affaire, les autres adolescents n'ayant été alléchés que par l'attente d'un événement qui promettait d'être piquant. À quel trésor d'éloquence, de sollicitude et de vigilance dut puiser le bon vieillard pour retenir son hôte après cet odieux attentat, c'est ce que nous n'avons jamais vraiment su. La purification du coupable donna lieu à une journée de festivité dont l'allégresse laissa croire que Morzamba avait été définitivement adopté par la cité, ayant payé, de quel prix, le droit d'être désormais des nôtres. Le fait est que, comme si, tout à coup, par enchantement, prévention et défiance s'étaient évanouis des deux côtés, Morzamba put désormais seul explorer la cité qu'il connaissait encore fort imparfaitement, sillonner les forêts du clan, se baigner dans le fleuve sans plus courir de danger. L'initiative d'une femme de cœur accentua le revirement. Cette mère, persuadée que l'enfant solitaire était né d'un sein de mère, comme elle le disait souvent, avait timidement, dès le premier jour, pris la défense de Morzamba. Après l'attentat du fils Ngamba, elle n'y tint plus. Elle chargea son fils aîné, qui devait avoir l'âge de Morzamba, d'une mission délicate auprès de ce dernier. Il devait persuader le jeune étranger de venir passer quelques moments dans leur maison. Les temps avaient bien changé. Le bon vieillard aidant, Morzamba ne se fit guère prier, et pour la première fois des habitants d'Ekoumdoum purent voir Morzamba jouer et rire avec un adolescent de la cité. Spectacle troublant parce que, leur semblait-il à tort, rien dans le comportement de l'enfant errant n'avait pu l'annoncer. Les jours qui suivirent, d'autres enfants d'Ekoumdoum s'approchèrent d'eux et, après avoir hésité, comme s'ils eussent voulu se faire prier, se mêlèrent finalement à leurs ébats et à leurs poursuites. Le fils Ngamba, qui vint le dernier, se montra irritable, maussade, comme jaloux de l'amitié et de la chaleur même témoignée à l'étranger par ses propres frères qui, en revanche, lui manifestaient quelque froideur, comme s'ils eussent voulu le mettre, lui, en quarantaine. Enfin, chaque enfant de la cité voulut emmener le jeune étranger dans la demeure de ses parents et lui offrir un accueil désormais fraternel. Seul le fils Ngamba ne s'y résolut jamais. Alors, peu à peu, s'évanouit dans les mémoires le fracas de la rencontre de Morzamba avec Ekoumdoum. Nous nous accoutumâmes à sa présence parmi nous, et quel n'était pas l'étonnement d'un voyageur d'apprendre qu'en réalité l'enfant n'était pas des nôtres. Dieu merci, nous n'en parlions plus guère, et on eût pu croire parfois que nous l'avions nous-mêmes oublié. Mais oublie-t-on jamais ces choses-là? Ngamba avait bien raison de dire que l'étranger est pareil à la goutte d'huile toujours suspendue dans l'eau, irréductible. Mais à qui la faute? La vie avait donc repris son cours ordinaire, exempt d'à-coups, lancinant, secret comme le chant d'un filet d'eau cascadant à l'ombre d'un vieil arbre. Morzamba croissait comme à vue d'œil, et ainsi nous pouvions juger qu'il était bien un jeune enfant quand il nous était arrivé. Sa longue vie au grand air et même dans les bois l'avait pourvu des dons qu'on observe chez les animaux sauvages, de sorte que sans le vouloir, et sans même en être conscient, il l'emportait sur nos propres enfants non seulement dans les jeux, mais aussi dans toutes les autres activités. Sa course était la plus rapide, sa main la plus adroite au lancer du javelot, sa nage la plus vigoureuse, sa danse la plus souple. D'abord inhabile à la chasse pour avoir trop longtemps vagabondé sans en faire l'apprentissage, ainsi que nous devions l'apprendre longtemps après. Il s'était laissé initier patiemment par son vieil hôte à cet art rude, montrant une modestie dont il ne tarda pas à être récompensé. Ce fut bientôt chose familière de le voir traverser la cité et gagner la maison du bon vieillard envié maintenant, sa juvénile épaule ployant sous un gibier qui apparaissait démesuré. Nous en éprouvions un dépit et une humiliation que nous nous efforcions assez vainement de cacher. Nous disions par exemple
De tous les adolescents de notre cité, et sans compter Morzamba, bien sûr, c'est le fils Ngamba le plus viril, le plus vaillant à la lutte. Pourquoi mettions-nous ainsi Morzamba à part? Nous ne manquions pas de justification pour faire paraître légitime et même naturelle cette habitude. À qui d'aventure nous en demandait la raison, nous répondions que nous ignorions l'âge exact de Morzamba et que personne ne pouvait dire s'il avait été rangé dans la classe qui lui convenait. Et, aussi longtemps que le doute subsisterait sur ce point, le jeune étranger ne pourrait se confondre totalement avec les autres adolescents dans l'appréciation des aptitudes. La vérité n'était-elle pas que le mystère de ses origines, malédiction plus déplorable que la lèpre, séparait à jamais Morzamba des autres enfants? Dans cette même période, le caractère de Morzamba parut subir une modification qui ne put laisser de troubler le bon vieillard qui l'avait accueilli, et qui fut souvent tenté de lui en faire des remontrances. On eût dit en effet que Morzamba avait décidé de piétiner sa fierté dans son désir de forcer les dernières réserves des habitants de la cité et d'être définitivement accepté. C'est en effet l'époque où on le vit déployer à l'égard de chacun une complaisance qui n'avait point de borne. Enjoué, affable, empressé, donnant tout ce qu'il possédait si peu qu'on le lui demanda, il prit l'habitude, pour rendre service, de s'astreindre à toutes les corvées qui lui étaient proposées. Comme l'avait redouté le sage vieillard, il fut alors sollicité sans aucune mesure, et les exigences des habitants de la cité en vinrent au point où Akomo même n'eût sans doute pas pu y faire face. Le bon vieillard, par bonheur, pouvait seconder Morzamba, au moins en départageant les prétentions, en apaisant les espérances blessées, en désamorçant, quand il était possible, les vengeances nées des frustrations. C'était comme si nous eussions rivalisé à qui l'assujettirait aux besognes les plus pénibles et les plus ignobles, même sans aucune nécessité, peut-être sans aucun besoin, uniquement pour le plaisir de faire Ahane Morzamba. Lui en avions-nous au moins quelque gratitude. Une affaire attristante dévoila nos arrière-pensées ordinaires à l'endroit de celui qui avait été un enfant errant. Après la mort de son époux, disparu tôt, et lorsque ses enfants eurent grandi, notre sœur Mbolo était revenue vivre parmi nous dans cette cité fondée par l'un de ses aïeux et honorée par plusieurs générations successives. Mbolo était une de ces femmes qui regrettent de n'appartenir pas au sexe fort. C'est donc parmi nous, au milieu de ses frères, que notre sœur Mbolo, semblable à cela à un homme, a vieilli, et non dans le clan de son époux disparu. C'est à nous qu'il incombait de lui prêter les secours qu'exigent toutes circonstances de la vie, et à plus forte raison, chaque fois qu'une veuve se prend à regretter l'assistance qu'elle trouvait jadis dans la présence de son mari. Mais nous nous disions à part nous, et à juste raison, les enfants dont notre sœur Mbolo a orné le clan de feu son époux, ont-ils donc perdu toute mémoire? Comment ont-ils pu oublier leur mère, au point que jamais ils ne viennent lui rendre visite et lui prêter main forte dans ces rudes travaux de la terre? Cette ingratitude des enfants de Mbolo nous était un sujet d'étonnement permanent, et certains jours d'indignation et même de scandale. Elle, cependant, restait obstinément muette sur ses enfants, refusant toujours de les juger. Un matin, la vieille Mbolo obtint sans peine que Morzamba vînt l'aider à défricher son champ, au cœur de la forêt, dans cette partie du terroir laissée à l'abandon, où lianes, arbustes et fûts gigantesques s'enlaçaient inextricablement. Mais, pour être vigoureux, Morzamba n'en restait pas moins à la merci des défaillances qui sont inhérentes à notre nature. Sans compter qu'ayant peu ménagé sa peine les jours précédents, il était sans doute alors à bout d'endurance. À peine achevé la demi-journée, il éprouva une cuisante incommodité qui le contraignit à regagner en hâte la cité, sans en prévenir la vieille Mbolo, et à s'aliter aussitôt. Le jour finissait, quand Mbolo revint à son tour dans la cité. Elle avait eu tout le temps de ressasser son courroux, dont l'injustice aggravait la frénésie. Ses yeux révulsés, une gesticulation tranchante et saccadée, la véhémence de ses propos avait suscité un attroupement autour d'elle, avant même qu'on sût que ses injures et invectives avaient pris Morzamba pour cible. Que t'a-t-il donc fait? Lui demandait-on de tous côtés. Ce qu'avait fait Morzamba, il avait commis le crime de ne pas consacrer la deuxième mi-journée à Mbolo, dût-il en mourir. Sur cet étranger voué à la peine, sur cette brute, les mères oubliées et bafouées, toutes les déchéances du clan pouvaient décharger leur rancune recuite par des années d'humiliation et de vexation. Il y eut plus grave. Au cours de la nuit qui suivit, la vieille Mbolo, se privant volontairement de sommeil, fit le tour des hommes d'âge dont le conseil régissait la vie ordinaire de la cité, et à chacun elle tint ses propos. Cet homme, ce Morzamba, c'est une sale race. Ça mange, mais ça se refuse à travailler. Qu'est donc devenue cette cité que fonda notre grand ancêtre pour le bonheur et la grandeur de sa descendance? Un dépotoir d'étrangers feignants, voraces et insolents?
Ah, je vous le jure, cela ne peut continuer. J'aimerais mieux crever que d'être plus longtemps témoin de cette décadence. Je vous demande de me chasser cet homme d'Enkundum, et le plus tôt sera le mieux. Admirons cette fois les sages de notre clan, qui jugèrent cette attitude avec sévérité, affirmant sans embâche qu'elle était de mauvaise aloi. Ils se gardèrent toutefois de déclarer, comme ils auraient dû, que Morzamba était un homme libre comme tout un chacun dans la cité, et que personne à l'avenir ne serait fondé à tenter de disposer de lui ainsi que d'un captif, et surtout que d'être né ailleurs que dans notre clan, et même d'être né Dieu seul savait où, ne pouvait être désigné comme une tare, comme tant de gens semblaient le croire. Il est surprenant de constater à quel point les sages de notre clan demeurèrent toujours en deçà du rôle qu'on aurait pu s'attendre à les voir jouer dans cette affaire. Peut-être furent-ils dépassés par la nouveauté des situations. Il est bien vrai qu'à cette époque-là, les clans n'étaient pas encore familiarisés avec la présence persistante d'étrangers, comme la coutume allait s'instituer plus tard. Nous n'avons pas protégé Morzamba avec courage et fermeté, sinon le clan n'aurait pas connu tout ce tumulte. On eût dit que nous ne savions pas nous y prendre, bien que nous eussions devant nous la tradition léguée par l'hospitalité de générations d'hommes ayant fondé ou habité notre cité. Les bardes à l'instrument harmonieux, chantres savants des exploits d'Akomo, nous offrent des versions diverses des origines du héros qui fonda notre antique race. Les uns le disent issu d'un arbre, d'autres nés du serpent du grand fleuve, dont une rive borne la vie et l'autre la mort. D'autres avouent ne point savoir d'où il vint, étant apparu soudain, jeune homme immense, fort et beau, la voix tonnante, le pas martial et noble, le front sillonné d'éclairs, le cœur magnanime. Qui donc irait se prévaloir de la douteuse extraction d'Akomo pour lui refuser son hommage?